Hey, ça y est, nous y sommes. C'est le jour J, le jour du classico ou du classique. Aujourd'hui, la miniature, c'est le classique. Un classique indécis. Alors, je vais vous donner mon avis, mon pronostic directement. Voilà, sans chichi. Je vois bien une victoire, une courte victoire, bien sûr, de l'Olympique de Marseille. Et je l'espère, bien sûr. 2 buts à 1. 2 buts à 1, 3 buts à 2. Il y aura des buts de chaque côté. Peut-être que même l'OM encaissera un but en premier. Ou alors on marquera en premier. Je ne sais pas en tout cas le scénario, je vais vous le donner exactement. Mais je vois une courte victoire marseillaise. Bien sûr, il y a le chauvinisme, il y a l'optimisme qui reste aussi là. Et j'espère que vous êtes aussi tous confiants et optimistes pour la rencontre. Alors, on va faire aussi un focus dans cette rencontre sur un, voire deux joueurs. Et on va faire aussi un écart des effectifs entre la défense, les gardiens, les milieux de terrain et les attaquants, d'un côté et de l'autre, avec des avis des professionnels, comme Djibril Cissé, que vous voyez sur la miniature, il a donné son avis, comme d'autres joueurs passés par l'OM et par le PSG, comme Jérôme Alonso, qui a fait les deux clubs, ou d'autres joueurs, Alain Roche, qui a fait les deux clubs aussi, et d'autres joueurs encore, je ne sais plus c'est qui le quatrième, on va le découvrir ensemble. Avant de partir, tout d'abord, le petit soutien de la chaîne, on y va, let's go, cacao. Le petit like, dislike, abonnement, cloche, partage et commentaires. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur. On y va tout de suite, les amis, sur l'introduction. Et ça y est, nous y sommes avec la belle affiche concoctée par l'OM. Donc le CM de l'OM nous a fait une belle affiche avec Rabiot qui sera peut-être l'homme clé de cette rencontre. Un des hommes clés peut-être, avec un homme clé peut-être à gauche, qu'on va faire un petit focus dessus lui à la fin. C'est Mason Greenwood bien sûr, notre élément, je ne sais pas comment dire, l'étincelle de notre équipe, parce qu'à tout moment, il peut amener par son danger, par son côté virevoltant, par ses dribbles, par son efficacité, il peut faire la différence à tout moment. Et Balerdi, notre capitaine, qui est là, qui nous surveille, on le voit, le regard perçant, les amis, avec Léo Balerdi, capitaine, Rabiot, qui aura fort à prouver, fort à se, peut-être, une petite part de, allez, une revanche, un côté revanchard pour Adrien Rabiot qui est parti en mauvais termes du côté du Paris Saint-Germain. Et on va voir s'il va répondre présent dans cette rencontre. On y va, let's go, les amis, sur les informations. D'abord de l'actu avec tous unis derrière l'OM. C'est le communiqué de l'OM concernant les chants avec discrimination, homophobie et tout bordel. Dimanche soir, l'Olympique de Marseille, l'Orange Vélodrome, accueillera l'OM PSG. Dans la lignée des récentes annonces gouvernementales, qu'on a vu ensemble dans les dernières vidéos, avant-hier et hier, je crois que j'en ai parlé aussi, l'OM appelle ses supporters à soutenir leur équipe en étant fidèles à ce qu'il fait l'essence du club et de Marseille. Ferveur, passion, solidarité et respect. Tout chant ou comportement injurieux, discriminatoire ou homophobe pourrait exposer l'OM et ses supporters à des sanctions sévères et à des mesures disciplinaires qui les pénaliseraient directement, comme la perte du match si on réitère les insultes homophobes. Si le match est interrompu, il pourrait s'arrêter directement et ça serait les Parisiens qui gagneraient. Donc, les supporters, je tiens à vous faire passer un petit message. Si vous me regardez, on ne sait jamais s'il y en a un qui passe par là. Pas trop d'insultes. Si vous voyez qu'il y a une interruption, arrêtez avec vos insultes, vous vous calmez et vous le refaites plus tard. Comme ça, il y aura une autre interruption et vous refaites plus tard. Comme ça fera plein d'interruptions si vous en avez envie. Mais en tout cas, restez réfléchis et restez intelligents surtout. Le club est fermement engagé contre tout type de discrimination et compte sur le soutien sans faille de chacune et chacun de ses supporters afin que la rencontre de dimanche face au PSG et les suivantes reste des moments de fête, de passion et de partage. Allez, l'OM! Derrière, on nous dit que du côté de l'équipe, Pablo Longoria a écrit un mail à chacun des responsables des groupes de supporters afin de leur rappeler de préserver une bonne tenue vis-à-vis des nouvelles mesures prises par le ministère des Sports et de l'Intérieur. Comme on l'a vu, donc maintenant au groupe, ils ont envoyé un mail du côté de Pablo Longoria à la direction pour prévenir qu'il ne faudrait peut-être pas abuser sur tout ce qui est folklore footballistique. Comme il le dit en dessous Lorenzo, oui, allez, Paris, on t'en hule, on peut le dire. Ça, on peut le dire, je pense pas que ça sera homophobe, à moins qu'on se trompe. Comme le OIS enhulé, est-ce que c'est homophobe? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Allez, on enchaîne, on arrête avec ce sujet-là qui m'énerve un petit peu, et on va partir un petit peu sur du mercato. Alors, InfoM qui nous précise que, alors c'est Calcio Mercato, donc le média italien, qui nous précise que Davide Calabria, c'est un latéral droit de 27 ans, italien, international italien avec la Squadra Azzurra, serait dans le viseur de l'OM, qui cherche à renforcer le côté droit de sa défense. Une offre entre 3 et 4 millions d'euros pourrait suffire, alors que son contrat se termine au terme de la saison.
On va voir plus précisément sur l'article du côté du site italien. Et je vous ai mis en jaune tout ce qui est important. Donc c'est du mercato. On verra, on en parlera un peu plus précisément cet hiver quand ça commencera bien. Mais ça commence, quelques rumeurs qui tombent. Et là, c'est un poste qui nous intéresse. Latéral droit, il faut le renforcer. Alors, je monte un petit peu. Galatasaray et Marseille en Calabre. Milan pose 2 conditions et a déjà choisi son remplaçant. Bientôt une proposition pour renouveler le contrat expirant en juillet prochain. Donc le joueur, son contrat se termine en juin 2025 ou en juillet 2025 si vous voulez. Et il y aura bientôt un renouvellement de contrat qui sera proposé. Une proposition qui sera proposée. Pour l'instant, elle n'est pas encore proposée. Les exigences financières étant désormais réduites, Davide serait enclin à prolonger aux mêmes conditions actuelles, environ 2 millions d'euros par saison. Donc le salaire, 2 millions d'euros par saison, ce n'est pas un énorme salaire pour nous, on pourrait se le permettre. Mais de ce qu'on voit là, apparemment, le joueur serait intéressé pour prolonger dans son club de cœur. On continue derrière. L'information qui concerne l'OM, elle est là. Un transfert du capitaine en janvier serait probable s'il n'y a pas de prolongation de contrat, avec une offre de 3 ou 4 millions d'euros, comme on a vu dans l'article juste en dessous. Et Marseille et Galatasaray sont à la bataille pour le joueur. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un bon joueur de ce que j'avais vu dans les matchs de l'AS Milan. Vous avez son salaire pour voir vraiment que c'est 2 millions d'euros par an net. Et vous avez aussi la concurrence, en concurrence avec Murillo par exemple, avec Murillo qui est en bleu et Davide Calabria, pas Calabré comme c'est marqué là, qui est en rose. Vous voyez très bien que dans tous les domaines, Calabria est supérieur, mis à part le jeu aérien. Donc, mis à part le jeu de tête, le jeu aérien où Murillo est plus fort, avec sa taille qui est supérieure. David Calabria fait 1m73 ou 75, si je ne me trompe pas, alors que Murillo dépasse le 1m80 allègrement. Donc, dans le jeu aérien, il y a une différence pour Murillo. Et tout le reste, on a un joueur qui pourrait être... on va le dire, on peut le comparer à un joueur du Real que vous connaissez tous, c'est Carvajal. C'est un peu le même profil, toute proportion gardée. Donc un joueur assez petit de taille, assez robuste, qui tient sur ses pattes et qui peut apporter offensivement et défensivement au duel, il est plutôt intéressant. Donc un joueur qui serait intéressant, 27-28 ans, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça revient, cette information et cette rumeur. Allez, on part sur le Classico et on revient sur le Classico tout de suite avec le live de ce soir. On se retrouve ce soir, n'oubliez pas, on est à 12. Est-ce qu'on peut monter à 24 pour doubler la mise? Pour les likes, n'hésitez pas à donner de la force. Je vous mets le lien dans la description du live de ce soir. N'hésitez pas à donner de la force. Ça sera le live de ce soir. Et ce soir, il se passera quoi? Il y aura un maillot à gagner. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, je parle de ceux qui me soutiennent pécuniairement, c'est-à-dire qui payent un abonnement. Vous avez un maillot à gagner. Et il y a toutes ces personnes-là qui sont sur la roue, qui sont donc abonnées à la chaîne, avec une personne que j'ai rajoutée, c'est JC. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'appuie, je fais cliquer, et dès que ça tombera sur une personne, il gagnera le maillot. Pas maintenant, mais ce soir, en avant-match, on aura largement le temps de faire tourner la roue, puisqu'on restera pendant 2 heures en avant-match. Par exemple, là, ça tomberait sur Serge. Et Serge, si tu es là ce soir, tu gagneras le maillot. Si tu n'es pas là, ben, je ne sais pas, on refera tourner la roue jusqu'à quand un présent sera là, disponible, et qui gagnera le maillot. Allez, on enchaîne les amis, trêve de bavardage sur le maillot et on part sur l'actualité de ce classique ou ce classico. Selon un sondage réalisé par l'Institut Odoxa, le match OM-PSG est la plus grande rivalité dans le football européen pour 2 Français sur 3. Donc, 2 Français sur 3, ils voient le classique français la plus grande rivalité dans le football européen. On continue. Concernant le classique, le Stade Vélodrome devrait battre demain, donc aujourd'hui, son record d'affluence lors du Classico. Le précédent date de la saison passée, donc l'année dernière également, pour un OM-PSG qui avait accueilli le 31 mars dernier 66 046 supporters. Malheureusement, c'était une défaite, si c'était celui de la Ligue 1, je crois. Donc on avait perdu, il me semble, 2-0 l'année dernière. Dites-moi si je me trompe. Je continue avec des avis des anciens joueurs parisiens et marseillais. Loïc Sana qui nous dit « Quand Paris joue contre d'autres équipes, je supporte Paris parce que c'est mon club formateur. » Ce qui est normal. Quand c'est Paris-Marseille, moi je suis à 100% pour l'OM, selon RMC Sport. Et derrière, on a l'avis de Luis Enrique, ça c'est un joueur de maintenant, qui croit fermement que l'OM peut lutter pour le titre. Et oui, est-ce que vous y croyez encore au titre? Même si on perdait, je vais vous dire, c'est pas rédhibitoire. On sera à 6 points des Parisiens, mais c'est pas rédhibitoire. La saison est encore longue derrière. On est à la 9e journée. Il resterait encore 25 journées, 25 matchs pour rattraper 6 points. Ça peut se faire. N'oublions pas, les Parisiens, ils sont à la lutte pour se qualifier en Ligue des Champions. Ils ont du mal. Ils vont devoir batailler contre l'Atlético Madrid, il me semble bien, et le Bayern Munich, il me semble bien. Et après, ils affronteront City. Je parle de leur match
en Champions League. Donc ils vont largement user de leur force et derrière, ils vont peut-être perdre des points à droite, à gauche. Donc moi, je vous le dis, après il y a Monaco aussi, on peut les mettre dedans. Mais je vous dis, tant que la cloche n'a pas sonné, c'est toujours possible. Après, il ne faudrait pas qu'on soit à 15 points non plus. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit Luis Enrique du côté du média Le Parisien? La bonne année pour concurrencer Paris et Monaco? Bien sûr. Dans notre effectif, nous avons des joueurs qui sont jeunes et forts. Et à côté, nous avons des joueurs plus expérimentés capables de provoquer ce déséquilibre que le coach souhaite. Je pense que c'est possible de voir l'OM dans cette lutte pour atteindre le plus haut niveau possible. Moi, j'y crois. Et vous, y croyez-vous? Allez, on y va sur le classement du championnat avec les résultats qui ont déjà eu lieu. Alors, à l'heure que vous me regardez, il y a peut-être des matchs qui se sont passés comme Lyon-Auxerre, comme Nice-Monaco à 17h. Mais là, je vous le fais le matin. Il est 3h du matin. Voilà, vous avez tous les matchs d'hier et d'avant-hier qui sont déroulés comme Rennes-Le Havre, qui ne nous intéresse pas trop, on va dire. Même si on verra bien Rennes s'ils vont remonter, on ne sait jamais. Angers qui a gagné quand même, bravo à eux, 4-2. Brest qui gagne à Reims. Belle performance des Brestois qu'ils avaient gagné en Champions League. Non, ils avaient fait match contre Leverkusen. Et les Lillois qui confortent leur place dans les places européennes et qui gagnent à Lens pour le derby du Nord avec 2 buts dans les arrêts de jeu. Donc 2-0 et qui remontent au classement parce qu'on va revoir à le même nombre de points que l'OM. 17 points pour les Lillois, 17 points pour l'OM. Mais avec la différence de but, l'OM a plus 13 alors que les Lillois ont plus 7. Au classement, on voit que les Parisiens sont premiers avec plus 17 de différence de but, mais 20 points, donc 3 points d'écart. Si l'OM gagne, l'OM passera devant Paris à la différence de but particulière. Par contre, il faudrait que Monaco perde à 17h contre les Niçois. Ça va être difficile, hein, parce que les Niçois, ils ont des joueurs qui leur manquent, comme Ndombele, de ce qu'il m'a dit mon fils, et d'autres joueurs encore. Donc ça va être un choc dans le sud, et un choc entre le sud et le nord, entre le sud et l'Île-de-France, l'OM contre Paris et Nice contre Monaco, en espérant que... Allez, je m'en fous que Nice gagne ou pas, mais si Nice gagne et que nous on gagne, on sera premier. Voilà les amis. Allez, on continue, le classement c'est terminé et on passe sur le match avec De Zerbi qui a insisté toute la semaine auprès de son vestiaire sur la particularité de ce classique pour les supporters marseillais. L'Italien soignait les réglages tactiques pour garder un bloc solide à la perte du ballon. Et n'oublions pas, j'avais parlé d'une clé du match. D'ailleurs, tiens, je vous mets la vidéo en haut, dans le i là, il y a un petit i en haut. N'hésitez pas à la consulter. La clé du match restera dans un bloc bien compact et un bloc le plus haut possible si possible pour pas qu'on se reste trop devant notre défense et qu'ils trouvent la solution à tout moment parce qu'ils ont des joueurs de qualité quand même. Hein. Les Parisiens, quoi qu'on en dise, il n'y a plus les stars, les Neymar, les Mbappé, les Messi, mais ils ont quand même des joueurs de qualité, de très haut niveau pour la Ligue 1, quoi qu'on en dise. Ils ont le meilleur effectif au total, voilà. Mais on peut concurrencer cette année, on n'est pas très loin. L'écart, c'est très 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 réduit, comme on dit. Et on va aller voir dans l'écart tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec l'information malheureusement de Quentin Malin qui ne devrait peut-être et probablement pas être titulaire selon l'équipe. Et Ulysse Garcia qui a été gêné toute la semaine par des problèmes physiques. Comme on l'avait vu hier ou avant-hier, hein, quand j'ai relayé la conférence de presse, c'était hier, on savait très bien que Merlin était incertain. Mais Ulysse Garcia, on ne savait pas. Et là, on en sait plus. Apparemment, les deux sont incertains. Les deux sont incertains, donc Garcia et Merlin. On va voir ce matin, le groupe devrait tomber entre les 10h, 11h et midi. Et vous verrez bien ce matin, vers 10h, 11h ou midi, si Merlin est dans le groupe, si Garcia est dans le groupe, ou alors, s'ils ne sont pas dans le groupe, il y aura peut-être un jeune qui va être ajouté. Pour ce choc, De Zerbi devrait donc relancer Lilian Brassier dans le couloir, le couloir gauche, à une position qui n'est pas la sienne, où il manque de repères. Et oui, puisqu'il manque de repères, mais on va aller voir un petit peu la compo maintenant probable des deux équipes. Je vous la mets en plus gros. Voilà, vous avez l'équipe de l'OM à gauche, vous reconnaissez les joueurs, et l'équipe de Paris à droite. Avec le 4-3-3 mis en place par l'équipe, donc un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Là, c'est un 4-3-3 avec Rouli au gardien, bien sûr. Avec à droite, Murillo qui reprend sa place de titulaire à la place de Lirola. Balerdi en défense centrale à côté de Kondogbia. Et non pas Cornelius qui avait fait plutôt une belle prestation à Montpellier. Mais Kondogbia était absent à Montpellier parce qu'il avait une naissance dans sa famille. Donc bravo à eux, félicitations à sa famille. Et Brassier qui était absent contre Montpellier. Il n'était pas titulaire non plus. Parce qu'il était un petit peu incertain. Il avait eu un petit peu une gastro ou des problèmes gastriques, je ne sais plus, intestinaux je crois. Et là, il est disponible et il sera normalement titulaire à gauche, en latéral gauche, comme à Lyon. Donc est-ce que c'est un bon signe? On a gagné 3-2 à Lyon avec Brassier à gauche. Ça peut être un bon signe. Kondogbia en défense, ça peut le faire. Le côté relance, ça va être plus plaisant qu'un Cornelius et Brassier. Mais à voir s'il va avoir les bons repères pour ne pas trop se faire aspirer, comme il avait dit Balerdi à la conférence de presse, par le numéro 9 que sera Asensio en face, qui va beaucoup décrocher.
Et oui, c'est pas un 9 pur. Si c'est Asensio ou Kang In Lee, ça va être un 9 qui va décrocher dans le jeu. Et on va voir Dembélé et Barcola de l'autre côté qui vont repiquer dans l'axe. Donc s'il repique dans l'axe, Balerdi risque de se retrouver parfois tout seul. Si Kondogbia suit l'attaquant, suit le numéro 9 que sera Asensio. Pour le milieu de terrain, nous aurons une grosse force avec Højbjerg et Rabiot. Rabiot le revanchard, Højbjerg le patron de la Ligue 1, on va dire, principalement. Et Amin Harit, notre perforateur, provocateur, percuteur, je ne sais pas comment trouver le mot juste, mais notre joueur qui doit faire la différence par son contrôle de balle, par son accélération, par ses dribbles, par sa dernière passe, sa dernière frappe, s'il peut frapper au but. Si Amine, tu me regardes, n'hésite pas à frapper, même de 20-25 mètres. Tu es un professionnel, tu as largement la force d'arriver jusqu'au but. Donc n'hésite pas à frapper, on ne sait jamais. Un ballon contré, un ballon dévié, ou même il te prend de mettre une belle frappe, une lunette, et ben Donnarumma sera pas là pour l'arrêter. Et je sens qu'Amin Harit sera l'un des joueurs du match. Pourquoi pas? Luis Enrique à gauche pourquoi pas aider le flanc gauche avec Brassier qui aura peut-être des difficultés avec la vitesse de Dembélé par exemple ou la vitesse d'Hakimi qui va faire beaucoup le couloir et qui va monter et redescendre, on le connaît, le Marocain. Donc Luis Enrique qui est préféré à Jonathan Rowe selon l'équipe, pour le côté défensif. Wai qui est remis pour la confiance, et on va en parler, on va faire un focus juste après pour Wai, en pointe, à la place de Mopé qui était absent avec sa suspension face à Angers. Et Greenwood à droite, notre pépite, notre joueur phare, notre star, qui après 8 matchs en Ligue 1 cette saison a déjà marqué 6 buts. Et pourquoi pas le 7e, et pourquoi pas le 8e, parce que face à lui, vous regardez, il y a Barcola. Barcola était avec 7 buts devant lui au championnat, au buteur de Ligue 1. Si Greenwood marque un doublé, Greenwood sera meilleur buteur du championnat. C'est pas bien grave, on s'en fout des stats, mais c'est important. Voilà, ça sera peut-être un match dans le match entre Barcola et Greenwood. Pourquoi pas un 2-1 avec un doublé de Greenwood et un but de Barcola, je le prends tous les jours, je le signe, tiens. Hop, mais je vois bien d'autres joueurs marquer, et pourquoi pas même jusqu'à un 3-2 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, j'enchaîne, on va aller voir sur les compos maintenant du côté de la Provence, et regardez que c'est différent. Du côté de l'OM, on va la mettre en plus gros, on a Cornelius côté gauche. Alors Brassier ou Cornelius, vous allez me dire, c'est pareil, c'est des centraux d'habituellement. Mais Cornelius, je le trouve un peu plus lourd pour être sur un couloir. Moi, c'est ce qui me semble. Je préférais mettre un Brassier. Alors après, dites-moi ce que vous en pensez. Mais Cornelius sur un couloir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez pas Brassier à la limite? Je sais pas, mais en tout cas, un ou l'autre, c'est pas ce qui me plaît le plus. J'aurais préféré que ça soit Merlin. Et même à la limite, je vous avais dit, hein, moi, ma préférence aurait été de continuer avec la même équipe. Même un Garcia, de ce qu'il a montré contre Montpellier. Ça m'avait plu offensivement au moins. Après, défensivement, c'est sûr que c'est plus rassurant peut-être de mettre un Cornelius ou un Brassier. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour le milieu de terrain, c'est le même. Rabiot, Højbjerg, Harit, Greenwood à droite, Enrique et Wai. C'est la même compo. À préciser, comme je l'ai mis dans le panneau juste ici, risque de suspension en cas de carton jaune ou carton rouge de Brassier, de De Zerbi et de Jonathan Rowe, que s'il y en a un qui prend un carton jaune, contre Nantes, il n'y aura pas de De Zerbi, ni Rowe ou Brassier. Je continue et je vous montre la compo de Paris qui change complètement avec un changement à peine, celui de Kolo Muani. Et oui, Kolo Muani, si tu le mets en pointe titulaire, il ne redescendra pas dans le jeu comme un Asensio ou un Kang In Lee. Donc ça ne sera pas pareil. Et je vais vous dire, est-ce que ça ne serait pas un bien pour un mal ou un mal pour un bien, je ne sais pas comment on le dit. Mais en tout cas, est-ce que ça ne serait pas mieux d'avoir une pointe qui reste en pointe et comme ça aspire pas nos défenseurs? Peut-être, on peut le penser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous craignez plus un Kolo Muani dans le système des Parisiens avec un vrai neuf ou alors un Asensio ou un Kang In Lee? Lequel vous craignez le plus comme système du côté des Parisiens? Allez, le système, on va aller voir plus précisément tout à l'heure, mais d'abord, on va faire un petit focus sur un joueur. J'ai envie de lui donner de la confiance. Et comme on nous dit, Roberto De Zerbi et Mehdi Benassia n'étaient pas dans l'appréciation du joueur. Jusqu'au match de Strasbourg et Angers, parce que contre Strasbourg et contre Angers, il a paru être un peu dans l'attitude un peu nonchalant, on va dire. Donc, comme je le lis là, Roberto De Zerbi et Mehdi Benassia n'ont pas apprécié l'attitude d'Eli Wai face à Strasbourg et Angers, où il a paru être dérangé par la difficulté. Et quand c'est difficile, il faut faire des efforts. Il faut insister. Mon petit Eli, si tu me regardes, n'hésite pas à insister. Même si tu as du mal, si tu fais un appel, 2 appels, comme on va le voir tout à l'heure, il faut continuer à insister. C'est pas en une fois que tu vas réussir, c'est en plusieurs fois que tu dois réussir. Voilà. Et là, comme on peut le voir, il a insisté. On va voir ce que va dire De Zerbi. De Zerbi sur Wai avant Montpellier OM. Avant Montpellier OM, donc il était toujours dans le dur. Il nous a dit, c'est un joueur très sensible qui tient à bien faire les choses, qui a eu un peu de mal à s'exprimer sur le terrain. Il a été malchanceux et s'il avait marqué ses 2 buts contre Reims, avec les si on refait le monde, il aurait été mieux aujourd'hui. Même si ce début de saison a été compliqué, c'est lui qui est maître de son destin. Il a un potentiel énorme qu'on n'a jamais remis en question. Tout le monde le voulait au sein du club, en parlant d'Eli Wai.
On est convaincu de ses qualités. C'est à lui de faire ce premier pas pour réussir à aller de l'avant. Ce que je dis à vous, je le dis aussi à Eli Wahi, aux joueurs. Après, on pourra l'aider. Donc c'est à lui de faire les premiers efforts, le premier pas comme il le dit, et après on pourra l'aider avec des joueurs, un système qui sera mis autour de lui pour lui convenir, peut-être des appels en profondeur qui n'avaient pas, des balles en profondeur qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Peut-être que De Zerbi va le mettre en place pour lui. Donc le match en Montpellier, il a montré sa valeur, il a fait beaucoup d'efforts, il a marqué un but, il a fait une passe décisive, il aurait pu marquer d'autres buts. Mais au moins c'est un premier pas, et peut-être, comme je l'ai dit à chaque fois, comme Cristiano Ronaldo il a dit, quand on ouvre le ketchup, ça coule. Voilà, comme on appuie sur la bouteille, ça coule comme le ketchup plutôt. Ou c'est comme les buts quoi. Allez, on enchaîne avec le staff auprès de Wahi. Là, c'était la deuxième remontrance auprès de Wahi. Ce n'est pas grave de ne pas marquer, mais tu dois continuer à perturber la défense adverse, à dévier les ballons, à protéger tes ballons. Tu as fait 5 appels dans le vent. Continue. Le 6e doit être avec la même intensité et ainsi de suite. Donc, continue tes efforts, insistez. La mentalité, ce n'est pas négociable. Donc il a insisté contre Montpellier, ça a réussi. Après Montpellier, degré moindre, le niveau était inférieur. Mais il faut qu'il continue, jusqu'à quand ça paye à tous les matchs, qu'il soit le plus régulier possible, qu'il enchaîne les buts, parce qu'on réclame des buts. Un attaquant, un numéro 9. Et il voyez, j'ai envie de faire un petit focus dans la rencontre. On en parlera pendant la rencontre, on verra un petit peu s'il a réussi face à une grosse équipe. Face à une petite équipe, ça a réussi contre Montpellier. On verra maintenant face à Paris. Il y a un autre focus aussi qu'on va faire tout à l'heure, c'est sur Greenwood bien sûr. Mais d'abord, on va faire un focus sur tout l'écart des joueurs dans tous les dispositifs, dans tous les secteurs de jeu, pardon. Allez, on y va les amis, et on continue, et on y va sur d'abord Donnarumma. Ah, j'ai oublié de faire le petit point presse. Oh merde, zut, crotte flux. Alors attendez, je revais, point presse. Moi, c'est le point presse. Merde, j'ai pas été assez vite. Ça m'a permis de boire. Allez, je vous lis ça tout de suite. Alors, les gardiens. Au poste de gardien, on a l'avis de Jérôme Alonso. Vous vous en souvenez de Jérôme Alonso? Il est passé par Paris, par l'OM, mais il a aussi passé par Nice, par d'autres clubs. N'hésitez pas à me dire tous les clubs qu'il est passé. Allez, je vous lis ça. Gardien Donnarumma, quand même. Depuis le début de la saison, le PSG n'a connu que 2 clean sheets. L'un avec Gianluigi Donnarumma face à Montpellier 6-0 le 23 août. L'autre avec Matvei Safonov devant Gérone 1-0 le 18 septembre. 11 matchs de compétition, ce n'est pas assez. Et la responsabilité du gardien italien a été engagée dans la seule défaite parisienne à Londres face à Arsenal 0-2 le 1er octobre. Mais en Ligue 1, ses qualités font peu débat. Et il est souvent exceptionnel sur sa ligne. À 32 ans, Geronimo Rulli surprend ceux qui se souvenaient à peine de la saison montpelliéraine ordinaire du gardien argentin en 2019-2020. Il est complet. Il parle de Geronimo Rulli là. Il a de l'influence sur sa défense. Et même si ce n'est pas un critère absolu, il a déjà stoppé 2 pénaltys. Et oui. Mais si Rulli réussit ses débuts marseillais, Donnarumma a une aura internationale supérieure et son parcours en Ligue 1 plaide pour lui. L'avis de Jérôme Alonso maintenant d'un spécialiste. Là c'était l'avis de l'équipe. 57 matchs avec l'OM de 95 à 97 et 101 matchs avec Paris de 2001-2008. Je suis bluffé, nous dit Jérôme, par le début de saison de Rulli. Il était moins en évidence à Montpellier, dans un contexte où il est plus facile d'être bon. À l'OM, le costume n'est pas le même. Même si le champ était libre, parce que Paul Lopez ne restera pas dans les mémoires, il est très, très bon techniquement dans les airs, avec un jeu au pied au-dessus de la moyenne et costaud mentalement. J'aime bien ce qu'il diffuse à l'équipe. Donnarumma, lui, c'est le Dembélé des gardiens. Il peut être aussi génial que concernant. Faire un arrêt de niveau mondial et puis ne pas sortir sur un ballon à 3 mètres de son but. J'ai du mal à comprendre qu'un gardien aussi doué ne travaille pas ses lacunes. C'est un mystère. Bosse-t-il comme il le faut? Sur le début de saison, Rulli est devant pour Jérôme Alonso. Les gardiens, 32 ans pour Rulli, 25 ans, vous avez la fiche juste en dessous. Valeur marchande, sélection et tout le team. Je continue et on va sur les défenseurs. Qu'est-ce que vous en pensez les amis, les avis? Est-ce qu'ils sont bons pour vous? On va sur la défense et on y va tout de suite. Les écarts se réduisent. Les qualités de l'effectif du PSG, j'ai pas lu ça. Et l'OM ne sont plus aussi éloignés que les saisons précédentes. Mais en défense et en attaque, le club parisien reste mieux équipé encore a priori. Donc on continue et on lit la défense. Défense. Paris a de la marge. C'est peut-être la ligne où il y a plus d'écart sur le papier entre les deux effectifs. Et c'est ce qu'on dit depuis le début de la semaine, depuis quelques semaines, depuis le début de saison. On dit qu'on a des difficultés en défense. On a une défense qui n'est pas au niveau de notre milieu et notre attaque et notre gardien pour l'instant. On parle de notre effectif OM. Si on regarde bien, il y a Balerdi qui est peut-être au niveau d'un effectif comme les Parisiens. Mais derrière, c'est degré moindre quoi. Brassier, pour l'instant, il ne montre pas l'étendue de son talent. Cornelius, il vient d'arriver.
Bon, c'est un peu mieux que Brassier, mais c'est pas non plus sa panacée. Et derrière, les latéraux, c'est pas oufissime. À part Merlin, il avait un bon niveau jusqu'à quand il soit blessé. Mais si vous regardez, dans l'ensemble, la défense, c'est le bas qui blesse de notre équipe. Je continue. Même si on a la même défense que Paris en termes de nombre de buts encaissés. C'est pas rédhibitoire, comme je le dis. C'est peut-être la ligne où il y a plus d'écart sur le papier entre les deux effectifs. Renforcé par la puissance et la vitesse de l'équatorien Pacho. Ah, il est équatorien, pas colombien, je croyais. Certes, parfois gêné dans les petits espaces, la défense parisienne est équipée d'un patron, Marquinhos, et de deux formidables contre-attaquants, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Le Portugais a quelques largesses défensives, mais il fait des différences offensives énormes, tandis que Hakimi a une influence constante sur le jeu parisien, par sa vitesse dans son couloir ou par les positions intérieures que Luis Enrique lui réclame régulièrement. Les défenseurs de l'OM n'ont ni le même statut dans le football européen, ni la même valeur sur le marché. Il n'est pas désobligeant d'avancer qu'aucun des 4 défenseurs qu'alignera Roberto De Zerbi ce soir n'aurait une chance d'être titulaire au PSG. Ou alors, il faut que ce soit un jour où Lucas Beraldo joue, auquel cas, Leonardo Ballardi dans l'axe et Ulysse Garcia ou Quentin Merlin, s'ils étaient alignés au poste d'arrière gauche, pourraient postuler à sa place. Moi, je vais vous dire, Leonardo Ballardi, en concurrence avec un Marquinhos de maintenant qui commence à avoir la caravane au cul, ou même Pacho, ça va, faut pas déconner, il fait un bon début de saison, mais Ballardi à son top, il a rien à envier aux deux autres. Donc moi, je vais vous dire, un Ballardi pourrait être amené à être titulaire à Paris sans aucun souci. Voilà, le Ballardi, le bon Ballardi. Hein. Voilà, donc le Ballardi depuis l'année dernière, on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur la défense. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'avis de l'équipe? Et il n'y a pas d'avis de défenseur là? Ah oui, l'avis d'Alain Roche. Alain Roche, ancien défenseur de l'OM dans les années tapis et de Paris. Il a fait 29 matchs avec l'OM en 89-90, une belle saison de l'OM, et 223 matchs avec Paris de 92 à 98. Donc les belles années aussi parisiennes, hein. Mine de rien, ils ont fait des belles années, peut-être même meilleures que celles de maintenant, si on prend point de vue monétaire. Il n'y a pas photo, le seul Marseillais qui pourrait prétendre jouer au PSG, nous dit Alain Roche, c'est Ballardi, comme je l'ai dit avant. D'autant qu'il serait encore meilleur à côté de Marquinhos, surtout dans sa gestion émotionnelle des matchs. J'ai toujours aimé Ballardi, même quand il faisait des erreurs, nous dit Alain Roche. Il est très complet, il va vite, il est très bon de la tête, bon relanceur, il a tout pour être un grand défenseur. Mais Pacho est une bonne surprise, et avec Marquinhos, ils doivent avoir la rigueur que leurs latéraux n'ont pas. Mais Hakimi est très au-dessus de Paul Lirola, comme Nuno Mendes est au-dessus de Garcia. Par contre, Lirola ou Murillo, il aurait dû mettre Murillo. Bon, c'est pareil aussi. Pas tant défensivement que par leur qualité offensive, leur vitesse et leur complémentarité avec leurs ailiers. Merlin, lui, a des qualités offensives, mais en défense, entre le PSG et l'OM, il y a une classe d'écart. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, les amis? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va maintenant sur le milieu et on terminera par l'attaque. Je pense que le milieu, je pense qu'on a notre mot à dire, voire même on est au-dessus. Moi, à mon avis, on est au-dessus. Point de vue expérience. Milieu, l'OM n'est vraiment pas loin. Alors, selon eux, on est derrière. C'était inimaginable il y a quelques années. Mais dans ce secteur de jeu, avec les arrivées de Pierre-Emile Højbjerg et d'Adrien Rabiot, l'OM peut se prévaloir de disposer d'un milieu de très haut niveau, au potentiel comparable à l'entrejeu parisien. Au-delà de l'expérience du haut niveau du duo franco-danois, ce qui impressionne sur le papier, c'est leur complémentarité. L'ancien de Tottenham a montré à quel point depuis le début de saison, il était essentiel à l'équilibre de l'OM. Rabiot lui apporte sa dimension technique et ses projections. Donc ça rajoute un petit peu un surplus de création dans le jeu offensif. Il va un petit peu libérer un Amin Harit. Comme je le dis depuis l'arrivée, depuis les matchs qu'il joue, Rabiot, un Højbjerg se concentrera sur le côté défensif et le meneur en partant de derrière, le leader de toute l'équipe principalement en partant de derrière, un peu plus bas. Et Rabiot sera un cran au-dessus, voire au même niveau, mais il sera un petit peu le relais de ce milieu défensif, voire parfois défensif. Et il apportera aussi sa pierre à l'édifice dans les attaques, dans la création offensive. Et il pourra un petit peu alléger le travail de Harit. Je continue. Rabiot lui apporte sa dimension technique et ses projections. Le très séduisant trio João Neves, Vitinha, Warren, Zahir Emery, qui colle parfaitement avec le projet de jeu de Luis Enrique, a lui affiché des limites en Ligue des Champions quand l'intensité est montée. Les deux Portugais sont des joueurs rares par leur justesse technique et leur volume, mais ils devront hisser le curseur en termes d'intensité. Zahir Emery est un formidable joueur d'équilibre, mais il n'a pas, par exemple, la créativité d'un Rabiot. Et je trouve le descriptif très précis là. Et franchement, il est très bien décrit là, de la part de l'équipe. Je continue. L'avis maintenant de Benoît Pedretti, ancien joueur passé par l'OM et par Paris aussi, il me semble. Hein, non, il me semble. Il n'est pas passé par Paris? Non, par Lyon, je me trompe. Excusez-moi, par Lyon. 33 matchs avec l'OM en 2004-2005. Il n'est pas passé par Paris, tiens. Bizarre.
Ça me dit quelque chose. Dites-moi si je me trompe. Le milieu de l'OM est plus équilibré, selon Benoît Prédetti. Plus complémentaire et est largement capable de rivaliser avec celui du PSG. Pour la première fois depuis l'arrivée des Qatariens, c'est le cas à l'époque de Marco Verratti et de Thiago Motta. Il y avait un monde d'écart. Et même l'an dernier, il y avait encore un écart. Mais là, non. Les trois milieux parisiens se ressemblent tous, je trouve, par leur profil technique comme athlétique. C'est vrai que c'est des petits joueurs assez jeunes qui ont du coffre, mais derrière, quand tu vas leur mettre de l'impact, dans le jeu peut-être aérien, dans l'intensité, peut-être qu'ils ne suivront pas le rythme d'un Højbjerg et d'un Rabiot. Ça, c'est mon avis. Il n'y a pas parmi eux trois, Vitinha, Neves, Zahir Emery, un très bon récupérateur sur le plan défensif. Quand le niveau s'élève, je ne les sens pas capables de toujours répondre. Je place Fabien Ruiz à part puisque je le trouve plus à l'aise dans un 4-4-2 que dans ce rôle de relayeur dans un 4-3-3. Dans un milieu idéal, devant la défense, je placerai Højbjerg, hyper utile par sa capacité dans le duel, un leader par la parole et un très bon premier relanceur. Après, c'est Rabiot. De tous, intrinsèquement, Rabiot est le meilleur milieu. Avec un gros volume, de grosses capacités de percussion, un très haut niveau technique. Et ensuite, j'hésiterai entre Vitinha et Zahir Emery parce qu'il a une belle technique balle au pied. Il est capable de porter le ballon, de marquer. Je choisirai le portugais. Comme j'ai mis dans mon milieu. Vous vous souvenez quand j'ai fait mon petit milieu mixte? N'oubliez pas, il y a 3 jours, j'ai fait un milieu mixte. J'avais mis Højbjerg en point de basse, Rabiot à gauche et Vitinha ou Neves à droite. J'avais pas mis Zahir Emery en concurrence avec Vitinha, mais j'avais mis Vitinha ou Neves. C'est ce que j'avais mis. Et la défense, j'avais mis juste Balerdi en défense dans la 4 et Roulier en gardien. Pour l'instant, j'ai tout bon. Et après, on verra l'attaque. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le milieu de terrain. Est-ce qu'il est bien décrit ou pas? Et est-ce que vous avez peur du milieu de terrain parisien? Allez, on regarde maintenant l'attaque avec notre Mason Greenwood. L'attaque, le PSG garde de l'avance. Et on va voir un avis de Djibril Cissé. C'est pour ça que je l'ai mis dans la miniature. 2 internationaux français, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola. Un ancien joueur du Real Madrid, Marco Asensio. Dans ce secteur, Paris garde un avantage indéniable. Le virevoltant ailier anglais Mason Greenwood est le seul à pouvoir s'imaginer aujourd'hui une place dans l'effectif parisien. Ousmane Dembélé reste, en dépit de son déficit d'efficacité, l'un des joueurs les plus déséquilibrants d'Europe. Bradley Barcola, certes moins impactant en Ligue des Champions, est devenu une arme offensive majeure. Dans ce contexte, le courageux Luis Enrique part de loin. Efficace face à Montpellier, Eli Wahi, au profil incomparable à ceux d'Asensio ou Lee Kang-Lee, a montré en l'état trop de carences, jeu encore trop unidimensionnel pour pouvoir rivaliser avec ses homologues de l'attaque parisienne. L'avis du Djibril Cissé maintenant, on va voir, qui a fait 80 matchs avec l'OM, pas avec Paris, ça c'est sûr, de 2006 avec 2009. Honnêtement, ça se vaut. Et c'est peut-être la première fois depuis des années. Ousmane Dembélé est impressionnant dans le jeu. C'est un joueur surprenant. Il fait des différences. Il est capable de partir de loin, de faire de grosses différences balle au pied, comme il dit Djibril. Mais est-il plus efficace que Mason Greenwood? Et ça, non. Je ne pense pas, nous dit Djibril. Sur ce qu'il a montré depuis le début de saison, quand on voit Greenwood, on voit un joueur hyper efficace. Ensuite, en 9, Asensio et Wahi n'ont pas la même expérience, bien sûr, mais sur un match comme cela, je ne pense pas que cela se joue là-dessus. Plus sur l'envie, Wahi a un profil plus spécifique de 9 qui attaque l'espace. Après, tu as Barcola, pardon. J'aime bien le joueur, sa vitesse, sa technique en mouvement au-dessus de la moyenne, avec une belle qualité de finisseur. Luis Enrique a moins de talent que lui, c'est sûr, mais il montre beaucoup d'envie, un souci de faire des efforts de remplacement. C'est un profil intéressant, et à ce poste, il y en a un qu'il ne faut pas oublier, c'est Jonathan Rowe. Et oui, Jonathan Rowe, j'aime beaucoup son profil, il faudra compter sur lui, vous verrez. Il est percutant, il est plein d'envie, il nous parle de Rowe, et ce qui me plaît, c'est qu'il a de l'audace, il n'a pas peur. Ce qu'il a fait à Lyon le 3-2 le 22 septembre, sur son but, le montre. Et oui, il aurait pu s'abstenir de tir au but contre Lyon, il aurait pu garder le ballon et gagner du temps, faire le 2 partout. Non, il a provoqué 2 Lyonnais, je parle de Jonathan Rowe, à la dernière seconde, les dribbler et frapper à l'entrée de la surface et marquer un but exceptionnel. Et il va peut-être, pourquoi pas, marquer le 3e but ce soir. Voilà, Jonathan Rowe. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la concurrence à tous les postes, de l'écart qui s'est réduit entre les deux effectifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On regarde la page de derrière, vous avez l'alliance d'intérêt entre Pablo Longoria et Nasser Al-Khelaifi qui se font une petite alliance d'intérêt. Point de vue financier, voilà, point de vue monétaire, avec l'argent du CVC ici et là. Voilà, je ne vais pas vous lire tout ça. Pour l'OM aux aguets, ça parle des supporters avec l'attention auprès des instances qui ont mis en place les mesures. Maintenant, on va faire un petit point précis. Sur qui? Sur notre cher Mason Greenwood. Alors, il y avait enquête de respect, je ne vais pas vous le lire. Rabiot, déjà un classique. Donc, Rabiot qui va être vraiment dans le côté revanchard. Ça va être un joueur important de ce match. Comme je vous l'ai dit, il est important maintenant dans l'effectif marseillais. Et il va faire partie des joueurs stars de ce rencontre. Allez, je vous lis un petit peu l'article qui concerne Mason Greenwood. Et après, c'est terminado cacao. Donc mon prono, je vous l'ai donné. Mais après cet article-là, pour ceux qui sont intéressés, je vais vous montrer de nouveaux
de nouveaux logos. Il y en a 4 et vous allez me donner lequel est votre préféré. Allez, Greenwood, un petit truc en plus. OM, meilleur buteur de l'Olympique, l'Anglais réalise un démarrage quasi parfait, loin de son Angleterre natale où il est devenu un paria. Il renaît en Provence et aimerait profiter du Classico pour prolonger ce plaisir. Allez, je vous lis ça. Chaque jour, le ballet se veut identique, immuable, avec les mêmes personnages dans des rôles similaires. Mason Greenwood débarque à la commanderie systématiquement flanqué d'Andrew, son papa, qui l'accompagne partout et veille sur lui au quotidien. Le paternel, reconnaissable à son crâne glabre et sa barbe autant grisonnante que feuillue, n'a pas attendu de découvrir la douceur provençale pour camper les chaperons, et cela n'a rien à voir non plus avec les déboires du feu follet olympien, accusé de... avant que les charges ne soient abandonnées, peut-être a-t-il tout de même accentué sa présence depuis Manchester à Marseille, en passant par Retafe. Toujours est-il que cet ingénieur de profession est l'un des rares à réussir à marquer à la culotte son fils, ce que peu d'adversaires parviennent à faire depuis que l'international anglais s'habille de blanc. Déjà 6 buts pour l'enfant de Bradford. Assorti d'une passe décisive, le tout saupoudré de fulgurance bluffante dans son couloir droit. Beaucoup se demandent encore quel est son pied le plus fort. C'est vrai que quand on le voit, il dribble, il s'emmène le ballon du pied droit, il frappe du pied droit. Il dribble, il s'emmène du ballon du pied gauche, il frappe du pied gauche. Il peut frapper des deux pieds. Et autant elle est belle la frappe du pied droit que la frappe du pied gauche. Il est ambidextre à 100%, j'ai l'impression. Un talent inné, repéré très tôt par Manchester United, doublant tous les autres prétendants, y compris les scouts de sa ville natale. C'était il y a plusieurs années. Mais il me semble que c'était hier, témoigne Clive Michala, recruteur de Bradford City. J'ai repéré Menzon lors d'un tournoi d'été local. Il jouait pour une équipe appelée Idle Junior. Il bougeait beaucoup comme Ryan Giggs. Vous connaissez Ryan Giggs? Pour ceux qui sont plus jeunes, Ryan Giggs, c'était un ailier qui était gaucher du côté de Manchester United, un Gallois de nationalité et qui était dans la durée, je crois qu'il a duré 20 ans peut-être à Manchester United, était un joueur énorme qui n'a pas eu de ballon d'or, mais... il était pas loin à mon avis à un moment donné, je me rappelle plus des classements, mais c'était un excellent joueur qui provoquait tout le temps. Il avait un profil qui pouvait ressembler un petit peu à Mason Greenwood. Moi, je pense ça peut ressembler un peu le même profil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous comparez Mason Greenwood à un Ryan Giggs, pour ceux qui connaissent? En fait, je me souviens avoir pensé qu'il ne courait pas, mais semblait se moquer des joueurs adverses. À l'époque, il était déjà remarquable qu'il puisse utiliser ses deux pieds. À 6 ans, une semaine plus tard... Je continue. J'ai emmené le directeur de l'académie à une séance d'entraînement. Mason a pris le ballon à son gardien et a dribblé 5 ou 6 joueurs comme s'il n'était pas là. Avec le directeur de l'académie, nous nous sommes regardés avec incrédulité. Il est ensuite venu à notre académie, donc de Bradford, pour s'entraîner. Il avait moins de 7 ans, mais il était tellement bon qu'il s'est entraîné avec nos moins de 10 ans. Les supporters anglais ne pardonnent pas et n'oublient pas facilement. Greenwood n'a jamais cessé de jouer dans la cour des grands depuis, à l'exception de sa suspension longue de 545 jours qui l'a conduit sur le chemin de l'exil. D'abord en Espagne, la saison dernière, puis à l'OM, cette année pour tenter de reconstruire loin de son île natale, où il est devenu un paria et où pas grand monde ne paraît décidé à lui offrir une seconde chance. Sa réputation auprès des supporters d'Angleterre n'est pas bonne. C'est pourquoi Manchester United l'a vendu. Les fans ne pardonnent pas et n'oublient pas facilement. L'Angleterre a essayé de favoriser un environnement progressiste ces dernières années. Il est donc difficile d'imaginer qu'il soit rappelé en sélection après les accusations, souligne Christian Davis, journaliste pour le site Goal et basé à Marseille. Difficile, mais pas totalement impossible. Si Greenwood continue d'affoler les défenses adverses, lui il y croit et attend de connaître les intentions de Thomas Tuchel, fraîchement nommé à la tête des Three Lions. Et oui, c'est Thomas Tuchel, l'ancien coach des Puputiens, qui est maintenant le coach et le sélectionneur de la Three Lions, la sélection anglaise. Si l'ancien entraîneur du PSG marche dans les pas de ses prédécesseurs et décide de le snober, l'Olympien pourrait bien rugir sous le maillot de la Jamaïque. En attendant, et même s'il connaît des absences comme face à Angers, il danse sur le ventre de la Ligue 1 avec son style inimitable et une adaptation immédiate. Au centre Robert Louis Dreyfus, on apprécie son sourire, son rapport aux autres plutôt facile. Il est un peu timide et discret, mais il rigole beaucoup avec les jeunes et très ouvert. Il aime bien déconner avec eux, souligne-t-on en interne. Il est très gentil, il fait des blagues, il se développe bien avec le groupe et sur le terrain, c'est un joueur exceptionnel, complète Leonardo Ballardi. Ça, c'était pendant la conférence de presse. Et De Zerbi nous en a parlé pendant la conférence de presse. Je vous ai fait un relais hier et je vous relais encore la chose. De Zerbi, j'attends plus de lui. Il apporte la flamme
qui manquait un peu ces derniers temps. De la créativité, de l'insouciance, ses qualités de finisseur égrènent l'ancien Olympien Mathieu Valbuena depuis la Grèce. Il aime prendre des risques et toujours dans la provocation, le 1 contre 1. Il aime dévorer les espaces, va vite, il ne faut surtout pas le brider. Roberto De Zerbi est un entraîneur assez intelligent et assez expérimenté pour lui laisser cette liberté. Le technicien italien s'appuie énormément sur cet atout majeur, le premier joueur qu'il a contacté lorsqu'il a pris les rênes de l'OM. Seul Geronimo Rulli, 720 minutes, et Pierre-Emile Højbjerg, 716 minutes, disposent d'un temps de jeu légèrement plus conséquent que l'anglais, 709 minutes. J'attends encore plus de lui, nous dit Roberto. C'est un joueur différent des autres, dévoile Roberto De Zerbi. Il est vraiment très bon, mais je pense qu'il peut être encore plus complet, encore plus un joueur d'équipe. Il peut travailler encore plus sur sa phase sans ballon. Il est très jeune, 23 ans, c'est normal. Il peut devenir un joueur total s'il progresse sur tous les fronts. Il a encore une grosse marge. Au quotidien, c'est un bon gars, humble et disponible. Greenwood se verrait bien graver son nom en lettres d'or dans la glorieuse histoire des classicos, à la manière d'un autre Anglais, ailier, Chris Waddle, le dernier Anglais buteur lors d'un duel face au PSG, les amis. Et qui se souvient du but contre le PSG? La fameuse, le petite pichenette sur Joël Batz, la petite talonnade qu'il lui met. Qui se souvient de ce but? Quelle année c'était? Je ne me rappelle plus exactement, mais dites-moi quelle année c'était. Voilà les amis, je ne vais pas vous lire les réponses, les questions sur Valbuena, mais si vous avez envie de lire, je vous le mets en gros. Voilà, je vous fais un petit cadeau. Voilà, les questions, les réponses pour Mathieu Valbuena. Vous avez un article de plus à lire. Petit dessin aussi, hop, premier classique pour Rabiot en tant que Marseillais. Bonjour, je m'appelle Adrien et moi aussi j'étais au PSG. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous montre maintenant les logos. Et les logos, vous allez me dire lequel vous préférez. Est-ce que c'est le 1? Est-ce que c'est le 2, il arrive. Le 2. N'hésitez pas à faire pause, hein. Faites pause. Le 3. Je l'aime pas trop celui-là, personnellement. Ou le 4. Alors celui-là est un peu plus petit, mais regardez bien à gauche, vous avez des logos du même format, mais avec le fond noir, bleu et blanc. Voilà, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez, le 1, le 2, le 3 ou le 4. Vous avez aussi les statistiques de la rencontre. Je ne vais pas vous les égrener, c'est trop long à lire. Ça fait déjà 40 minutes de vidéo. Donc pour vous préciser qu'on a l'OM est bien la meilleure équipe d'Europe en termes d'efficacité, comme je l'ai dit. Un tir sur 5, c'est un but. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'OM n'a pas marqué de but au Vélodrome depuis 5 rencontres. Ça fait 5 rencontres depuis 2017 que l'OM n'a pas marqué au Vélodrome en Ligue 1, je parle, pas en Coupe de France avec la victoire 2-1. Donc c'était Thauvin le dernier buteur pour le 2 buts partout, où on avait reçu malheureusement la petite, on s'en souvient, la petite climasse de Cavani sur le coup franc. Qu'est-ce qu'on peut dire comme autre stat? L'arbitre sera François Le Texier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez peur de l'arbitrage de Monsieur Le Texier? Je vais vous lire juste cette page-là. Si l'OM arbitré par François Le Texier ne perd pas à domicile en championnat, donc on n'a jamais perdu, 6 victoires, 3 matchs nuls, l'arbitre breton a déjà dirigé 2 rencontres face à Paris. Une défaite en championnat et une victoire en Coupe de France. La défaite, c'était au Parc des Princesses. Le club olympien reste d'ailleurs invaincu avec François Le Texier au sifflet depuis 7 matchs. 6 victoires, 1 match nul. Donc c'est plutôt positif. Mis à part la défaite contre Paris, c'était la seule défaite avec François Le Texier. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour ces statistiques-là. On va faire un petit point ici, il n'y a plus rien. Un petit like, ça concerne quoi? Il n'y a rien du tout. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à donner de la force pour la chaîne. Je vous ai donné mon prono, je vous le redonne encore une fois. Donc un 2-1 ou un 3-2. Un match qui va être très serré. Voilà, comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, c'est classique indécis. J'aurais pu mettre classique serré. N'hésitez pas à me dire si vous préférez classique indécis, classico indécis ou classico serré ou classique serré. Donnez-moi le titre de la vidéo que je devrais changer. Tiens, donnez-moi le titre de la vidéo. Et je vous souhaite de passer une excellente journée de dimanche. On se retrouve ce soir à 18h45, 18h50, 19h. C'est pas grave si j'ai du retard, mais à partir de 18h45, vous inquiétez pas, je lancerai le live et je serai présent pour vivre un gros avant-match avec vous, avec le tirage au sort pour la roue du maillot. Et plein d'autres peut-être surprises avec un petit quiz si ça peut être sympa. On peut rigoler avant de partir sur le concret, sur le sérieux avec les compos, l'avant-match, nos sujets principaux. Est-ce que l'OM va réussir à tenir face à la vitesse des Parisiens? Est-ce que l'OM va réussir à prendre le dessus au milieu de terrain? Est-ce que notre efficacité va continuer? Est-ce que notre gardien est le meilleur de Ligue 1? On va en parler de plein de sujets de ce domaine-là. Vous allez me sortir vos dossiers, vos sujets à vous et on va en parler ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. La force, la force, la force. Vive le foot chez Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, pour ce soir, très important de le dire encore une fois, il va être beau celui-là. Allez l'OM! Chaud chaud cacao!